Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Inmo et Radio Territoria. Avec une petite pause déjeuner, on est de retour les amis, il est 14h10 et nous sommes en direct sur Territoria et sur Radio Imo. Vous êtes les bienvenus les amis, on est ici à Montpellier pour H-Expo, le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, et il y a beaucoup à dire, surtout dans le contexte actuel. On est ravis de vous accueillir. On va accueillir bien évidemment tout au long de cette journée les personnalités marquantes de la fabrique de la ville et du logement, bien évidemment. Ça passe aussi par un point de vue technique. Et justement, j'en profite et je ne vais pas ménager mes ardeurs pour justement parler de digitalisation et de comment finalement on peut accompagner la gestion des opérations immobilières pour faciliter et optimiser surtout la prise de décision sur des projets qui ne sont certainement pas des projets anodins. On a d'ailleurs commencé à en parler ce matin. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau, je crois même d'ailleurs que c'est une première, Frédéric Veluet est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Sylvain. Directeur commercial chez Salvia Développement. Absolument. Vous êtes le bienvenu, merci. Et vous avez souhaité également dans cette table ronde qu'on interpelle les professionnels qui sont à l'œuvre au quotidien. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Jérôme Guérard. Bonjour Sylvain. Comment ça va Jérôme ? Très bien. Une première. Guérard, un nom célèbre dans la gastronomie française. Voilà, je pense à notre Guérard qui est trop rapidement disparu, un grand monsieur de la cuisine. Vous êtes directeur des affaires générales de Antin Résidence et vous faites partie du groupe Arcade Vive, le groupe mutualiste, bien évidemment, que l'on connaît tous. Dans un premier temps, Frédéric, je vous propose qu'on contextualise un petit peu. Vous avez souhaité que cette table ronde, on partage nos contenus avec tous ceux qui nous écoutent autour justement de cette notion de digitalisation. On va d'abord, comme c'est l'usage maintenant, redire quelques mots sur Salvia Développement. Alors qui sommes-nous ? Salvia Développement, nous sommes éditeurs de logiciels. On intervient depuis une trentaine d'années aujourd'hui auprès des bailleurs sociaux et des promoteurs immobiliers qu'on accompagne à la fois sur la partie finance et sur la partie maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, on a une forte sollicitation aujourd'hui sur tout ce qui est digitalisation des process, sur l'urbanisation des systèmes d'information, avec une finalité commune et partagée, fiabiliser la donnée et se mettre en place des outils d'aide à la décision sur l'ensemble des éléments liés aux opérations immobilières. Un enjeu majeur, crucial, la pierre angulaire de toutes les décisions. C'est très intéressant puisque en plus ça s'inscrit aujourd'hui dans un schéma directeur avec les préoccupations qu'ont les bailleurs sociaux notamment sur ce sujet. Je suis ravi que vous soyez là. Jérôme, quelques mots sur le groupe que vous représentez ? Le groupe Arcade Vive, c'est environ 200 000 logements gérés. C'est le 4e acteur national du logement social. Antin Résidence, c'est la filiale Île-de-France. C'est l'ESH d'Île-de-France. Et sur sa partie de production de logements, elle s'appuie sur une filiale qui s'appuie Arcade Vive Promotion Île-de-France, que Frédéric connaît bien, et qui porte toutes ces thématiques de production de logements. L'ESH, vous gérez 32 000 logements. 32 000 logements. 100% résidentiel. 100% non, on a à peu près les 2/3 sur de l'habitat locatif classique, oui. Également de l'habitat spécifique, résidence, foyer, EHPAD, divers. D'accord. Alors justement, on va en parler de ce population. J'allais dire la réponse est dans la question. La digitalisation la gestion des opérations, vous en avez évoqué les contours. Pour les opérations immobilières, c'est un sujet extrêmement besoin. Et si je devais vous demander, Jérôme, sur cet aspect dans lequel on peut tout mettre, je veux dire, quand on dit digitaliser les opérations, c'est quand même assez vaste. Si je devais justement angler sur le sujet de vos propres besoins, comment vous l'interpréteriez et quels seraient réellement vos besoins et en quoi finalement tout ça, cette ligne de contenu, peut favoriser votre prise de décision et la gestion de vos opérations ? Alors le sujet de la digitalisation est vaste. Aujourd'hui, dans un contexte économique contraint, on a besoin d'outils qui facilitent la décision. D'abord qui nous sécurisent sur les données qui sont utilisées, traitées, et d'être rassurés sur la projection, sur les décisions. Voilà, c'est la première étape. C'est aussi faciliter les connexions entre les différents métiers. Je
Je dis aujourd'hui qu'on était bailleur social, on a cette filiale de promotion. C'est des métiers différents, mais qui doivent travailler ensemble presque au quotidien. Et on a besoin de parler le même langage. On a besoin d'outils qui nous facilitent ce dialogue. Alors, vous êtes d'accord, vous conviendrez que dans ce type de démarche, ce sont des éléments que jamais. Alors, moi je les appelle contingents, mais qui vous permettent en fait d'envisager la faisabilité ou la transformation de vos opérations. C'est bien ça? C'est bien ça. En tout cas, c'est la première pierre. Et donc, c'est le point d'entrée sur lequel on doit travailler, s'améliorer. Et dans un contexte plus contraint qu'à d'autres époques, on a besoin d'une phase d'analyse, de test, de montage plus sécure. C'est une forme d'AMO, Frédéric? C'est la première étape parce qu'aujourd'hui, accompagner nos clients à sécuriser ces hypothèses et à prendre des décisions sur des données fiables, parce que c'est quand même l'enjeu majeur. L'étape d'après, c'est quand même aussi les accompagner pendant toute cette phase de production, parce que derrière, le contexte, et Jérôme le décrit très bien, il est tendu d'un point de vue trésorerie, et qu'aujourd'hui, il est important de sortir au plus près l'opération réelle de la simulation initiale. Au plus près. Il y a toujours forcément des aléas, mais le maîtriser le mieux possible, parce que derrière, c'est les fonds propres. Il n'y a pas de secret. C'est clair. Voilà. La moindre erreur, elle peut être, et surtout dans un contexte où on sait que les bailleurs sociaux ont été très exposés. Bon, je ne vais pas revenir sur la RLS et les sujets, on en a beaucoup parlé, mais ça a quand même obéré les capacités financières de l'investissement du bailleur social. Hein, on le voit bien. Hein. De fait, peut-être encore plus pour un bailleur comme Arcade Vive, qui est un généraliste et qui, son savoir-faire, c'est de monter des opérations complexes, parfois avec de l'accession, du locatif et différents produits. Donc le financement, le suivi de ces opérations est complexe et doit être amélioré. Alors vous utilisez bien évidemment le PSLA, le BRS, vous y êtes mis. BRS, un vrai succès. Moi j'ai vu le décret qui portait la création des premiers OFS et qui a permis de faire le BRS. Justement, je fais une petite digression. Le BRS, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est un mode constructif par le fait de dissocier le bâti du foncier qui pourrait s'imposer comme étant finalement un des outils permettant de rendre le logement abordable? Il faut quand même rappeler que le BRS permet de rendre le logement beaucoup plus abordable sur des zones notamment tendues. Hein. C'est un produit qui marche bien et Antin, avec sa filiale, fait partie des tout premiers organismes fonciers et livre des programmes BRS depuis 2 ans. En Ile-de-France, clairement, sur des secteurs tendus, le BRS est une solution qu'on imagine à long terme, bien évidemment, et qui continuera à se déployer. Le PSLA est un peu en perte de vitesse, effectivement. Le BRS permettra de poursuivre le niveau de production. Frédéric, les outils dont on dispose aujourd'hui permettent de suivre de façon très précise, très détaillée, le suivi des opérations et le pilotage des opérations. Alors, oui, on en a parlé sur les simulations. Et oui, dans l'étape d'après, puisque l'étape d'après, elle va se décrire à la fois à travers un pilotage de l'opération au sens technique métier. Donc ça, c'est un Gantt, des événements que le terrain doit remonter, puisque c'est la colonne vertébrale de la chose. Et puis derrière, elle va trouver des vrais outils également de réponse sur la gestion et le pilotage des financements. Parce qu'une subvention aujourd'hui, elles sont complexes à monter. Et il est hors de question de rater des événements au-delà, puisque c'est obérer quelque part la capacité d'obtenir la totalité du montant, au-delà de l'investissement de temps que ça peut représenter. C'est un élément crucial pour votre fonctionnement, justement, d'empiler finalement tous les dispositifs qui permettent de monter les opérations et de les financer, surtout dans un contexte, finalement, dans lequel il y a, de moins en moins de moyens, quelque part. De moins en moins de moyens, des ajustements en cours d'opération de plus en plus fréquents. Donc cette étape de financement, de suivi budgétaire, elle est à réinterroger de façon plus régulière, d'où la nécessité d'avoir des informations fiables, presque en temps réel. Et aujourd'hui, vous arrivez, en utilisant ces outils, à être finalement dans un confort en termes de prise de décision qui vous permet de rassurer finalement et de travailler la faisabilité des opérations? Aujourd'hui, on est dans la recherche d'outils, comme on le fait avec Salvia depuis longtemps, d'améliorer certaines phases d'opération, mais de le faire de façon peut-être plus agile qu'il y a encore 5 ans ou 10 ans où on voulait qu'une seule solution permette d'avoir toutes les réponses. Aujourd'hui, on vit une période intéressante avec une multitude d'opérateurs, de développeurs qui apportent des solutions intéressantes, et donc on n'attend pas tout d'un seul éditeur. Par contre, on attend à ce que nos solutions puissent dialoguer ensemble. C'est vrai que dans votre domaine d'activité,
Frédéric, vous êtes... Oui, Jérôme est un point très très important. Aujourd'hui, l'interopérabilité avec l'ensemble des solutions de métier, c'est la pierre angulaire de la réussite des éléments. C'est pas possible aujourd'hui d'imaginer de l'informatique avec des boîtes qui dialoguent avec absolument aucun écosystème. Donc on ne peut regarder l'urbanisation que dans ce sens-là. Et puis derrière, ça impose aussi un travail de fond du client sur les référentiels. Ça ne peut fonctionner que si on met en place un référentiel commun, une sémantique commune interservice, et ça c'est compliqué. Décrire le patrimoine dans tous les services avec le même vocabulaire, ça semble sur le papier quelque chose de fort simple. C'est en pratique extrêmement compliqué. Bien sûr. Mais c'est le gage demain de pouvoir déployer des tableaux de bord et du reporting utilisable par l'ensemble des collaborateurs avec une lecture fiable et qui ne suscite pas de questionnement. Les outils de reporting sont essentiels pour partager l'information. Et vous avez parlé d'interopérabilité. C'est vraiment le sujet. Et justement, effectivement, sur le papier, ça peut paraître en théorie extrêmement simple. Et justement, comment vous décririez la complexité ? Est-ce que c'est par l'habitude, par le fait que fut une époque, les services étaient cloisonnés et ne communiquaient pas forcément entre eux. C'est vrai que le BIM, par exemple, est venu apporter beaucoup, vous savez, dans le métier Building Information Model, parce qu'il venait faire converger, en termes d'outils, des disciplines qui ne cohabitaient pas ou qui ne communiquaient pas. Absolument. Alors, effectivement, il y a un volet communication qui est très important au sein d'un organisme, et Jérôme pourra en parler beaucoup mieux que moi. C'est déjà à notre niveau la capacité de permettre de l'échange quasiment en temps réel entre une maîtrise d'ouvrage et la finance. Et ça, c'est pas aussi naturel que ça pourrait sembler l'être. Ensuite, très clairement, il faut à un moment donné pouvoir aussi échanger avec l'ensemble des briques existantes. Et puis, il y a des nouveaux acteurs. Il y a des gens aujourd'hui qui se spécialisent sur des métiers de niche très précis et qui apportent une valeur ajoutée avec laquelle il faut savoir demain travailler. De toute façon, j'allais dire le choix, on n'a plus de choix. C'est même plus une option. Ce que vous dites s'impose comme une réalité. Alors, j'aimerais que ça soit vrai partout. Oui, mais, on aimerait tous que ça soit vrai partout. Mais oui, sur le papier, c'est vrai. Après, il y a pas mal d'écueils. Le premier, c'est l'homme, toujours, parce qu'il y a de la résistance au changement. Elle est évidente et importante. Et donc, ça doit forcément être, aujourd'hui, un procès de direction générale. Il ne peut pas être porté autrement. C'est même un vrai projet de transformation. Ah, mais complètement. Donc, ça nécessite un accompagnement aujourd'hui au changement. Et en tout cas, avec ma vision d'éditeur, on ne peut pas être à la fois celui qui déploie et celui qui accompagne. On ne peut pas être jugé parti. Donc, c'est un vrai métier aussi que de faire partie de la réussite de ce projet et d'accompagner au changement le déploiement d'un tel outil. Ça, c'est sûr. On ne peut pas fonctionner, Jérôme, sans outils de pilotage. On est d'accord là-dessus. On ne peut pas, encore moins qu'avant, fonctionner sans outils de pilotage. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les collaborateurs, les promoteurs ne nous attendent plus la DSI. Là, je parle au nom de la DSI. Ouais. Et donc, ils vont chercher les solutions. Aujourd'hui, on était très dépendant avant des ERP. Et donc tout passait par des développements autour d'un outil majeur. C'est fini. Les collaborateurs ont pris l'habitude de se connecter facilement, de choisir des applications qui répondent à un besoin, peut-être pas à tous les besoins, mais à un besoin. Et donc on revient sur ce sujet de l'interopérabilité, mais plus globalement aussi de l'urbanisation du schéma directeur, parce que tous ces outils qu'on a sur le marché proposent parfois des services similaires, peuvent proposer des briques similaires, donc il faut étudier l'ensemble de ces solutions, éviter de partir dans des grandes théories. Alors vous parliez du BIM, le BIM de construction a bien marché, le passage au BIM de gestion, on pourrait en parler. C'est dommage. Et c'est des investissements lourds. Alors c'est dommage parce que sur le sujet d'avoir l'équivalent de ce que moi j'appelle ça le jumeau numérique, mais on peut l'appeler comme on veut, ou la carte vitale de l'immeuble, enfin peu importe. On a utilisé tous les superlatifs là-dessus. C'est pas bête dans la vie de l'immeuble. Mais vous avez raison, ça n'a pas fonctionné. On va dire que ça ne fonctionne pas encore de façon efficiente, comme ça a eu fonctionné dans la phase travaux, dans la phase conception. Effectivement, notamment avec les architectes qui s'y sont mis d'ailleurs. Un peu tard, mais... aussi d'éditeurs agiles avec qui on peut proposer sur un thème précis, un développement, avec qui on s'investit aussi dans le développement de la solution. C'est ce qu'on a fait depuis longtemps avec Salvia. Et aujourd'hui, on est dans cette urbanisation un peu agile et avec une liberté qu'on n'avait pas encore il y a 5 ans, parce que des API, parce que des interfaces avec les applications qui se développent de façon plus sécure, plus sereine aujourd'hui qu'il y a encore quelques années. Il y a plus de rétention.
Aujourd'hui, les passerelles se font facilement, les API se font facilement. Alors, plus de rétention. De moins en moins, on va dire. Il y a des cultures. Il y a des cultures oui, très proches, culture. selon les éditeurs, qui sont assez différentes. D'abord, ça dépend aussi de la maturité de leur solution. Bien sûr. C'est le premier sujet. Après, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, la réussite d'un projet, et je pense que le BIM répond également à ça, c'est d'avoir une ambition qui est mesurée. Je veux dire que, globalement, si le projet a une ambition démesurée, d'abord son temps d'implémentation est énorme, l'adhésion des collaborateurs, elle est très compliquée, et à l'arrivée, ça génère plutôt de l'insatisfaction et de la déception qu'une réussite. Donc peut-être qu'il faut revoir l'objectif final, faire quelque chose de plus encadré, plus mesuré, plus réaliste, et puis progressivement augmenter Voilà, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Quitte à y aller progressivement. La politique des petits pas. Mais bien sûr. Voilà, Pour l'adhésion, c'est essentiel. Absolument. L'adhésion. Oui, sans adhésion. Alors, 1000 fois d'accord. Sans l'adhésion, ça marche pas. On peut décider en direction générale ou en DSI tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas d'adoption du terrain, les adopteurs, c'est un échec. C'est un échec. D'ailleurs, on a vu des échecs retentissants alors que le produit était bon et que l'idée était bonne. Le projet intéressant d'ailleurs. Ne jamais oublier le facteur humain, en fait. C'est le plus gros facteur d'échec. À partir du besoin, évidemment. Ce que je trouve intéressant dans cette période, c'est qu'on avait, donc je vois au groupe Arcade qui est un généraliste du logement, c'est qu'on avait par exemple la gestion locative d'un côté, les promoteurs de l'autre. Aujourd'hui, j'ai des solutions où on pourrait s'interroger, d'aller piquer des solutions de la promotion pour accompagner la gestion locative et parfois inversement. Oui. Donc cette période est intéressante de ce point de vue. Oui, alors on va continuer là-dessus. Dans la préparation de l'émission, vous avez parlé de l'actualisation quotidienne des plannings, des flux qui permettent d'avoir parce que le pilotage aujourd'hui il est au cordeau, pour être très clair, parce qu'on n'a plus les mêmes ressources. L'époque, elle a, pour le coup, elle a quand même bien changé. N'oublions pas non plus qu'in fine, on a quand même des vrais gens qui vont utiliser, qui sont de vrais utilisateurs, qui sont des êtres humains dont on a besoin impérieux de loger à des conditions acceptables, dignes et décentes. Je sais que c'est une des pierres angulaires de votre groupe. Justement, je voudrais qu'on revienne aussi sur le partage d'informations. J'entendais votre présidente dire, c'est intéressant de la part d'un éditeur, on n'est pas propriétaire des données, c'est les données du client. Absolument. Parce que souvent on a cette assertion, vous savez, de la souveraineté numérique, de la souveraineté des données, etc. Alors, je trouve ça extrêmement agréable et très prosaïque, voire même très efficace qu'un éditeur de logiciel, il affiche la couleur tout de suite. Voilà. Finalement, c'est la richesse du client. Sa donnée, c'est sa richesse et ça sera de plus en plus vrai. Et pour un bailleur social, c'est vrai sur tous les aspects de son métier. Sa gestion locative est une mine d'informations si on va jusqu'au bout de l'histoire. Donc, bien sûr que derrière ça, il y a une exploitation. Alors aujourd'hui, on parle d'une exploitation interne pour optimiser le métier. Mais on pourrait imaginer des exploitations externes de la donnée autrement aussi. Mais oui, dans l'absolu. Mais bien sûr. Absolument. C'est intéressant parce que c'est pas un discours que j'entends souvent. Alors, vous qui êtes l'utilisateur, le donneur d'ordre, ça vous rassure, forcément. Complètement. Parce que c'est même un des critères dans vos logiques de souscription. Tout à fait. Et comme on l'indiquait, avec une multitude d'outils aujourd'hui, être propriétaire de ces données, ça veut dire pouvoir les croiser avec des données d'autres environnements. Et c'est une liberté légitime qui est agréable et qui permet de travailler dans un climat de confiance. J'aimerais que vous nous expliquiez également, Jérôme, et c'est intéressant parce que ça peut aussi initier des réflexions pour certains de vos collègues. C'est quoi les prérequis pour que de telles solutions puissent être mises en place ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer l'entreprise à aborder ces sujets ? Donc déjà, Frédéric nous a donné quelques pistes sur l'adoption et l'embarquement finalement des troupes à l'échelle IRIS, au plus bas niveau comme au plus gros niveau. C'est une vente interne aussi de la direction générale sur ses collaborateurs. Et elle n'est pas à l'entrée du projet, elle est tout au long du projet. Intéressant. Très important. Ouais, c'est très intéressant. Et c'est même pas du top-down, ça serait plutôt du bottom-up, quelque part. Voilà. Jérôme. Le facteur clé de succès, c'est déjà de s'autoriser à ne pas penser outils, d'aller interroger l'ensemble de la chaîne, mais de regarder réellement les besoins qu'on a autour du pilotage de la donnée, autour de la relation locataire, autour de toutes les problématiques qu'on peut avoir et qui peuvent être apportées, sur lesquelles on peut apporter une réponse informatique. C'est de s'éloigner de la solution, comme on avait tendance un peu à le faire par contrainte,
et de s'assurer que les développements, les attendus sont les bons. Voilà, je pense que c'est un prérequis d'aller vers je crois beaucoup aussi à des solutions bien accompagnées, pré-packagées, de ne pas vouloir le grand soir tout de suite. Regarder les possibilités de nos applications qui évoluent très vite dans un deuxième temps. Et bien sûr de construire la solution, le développement de la solution et les tests avec les collaborateurs, qui me paraît aussi être un facteur clé de succès. C'est un projet d'entreprise. C'est un projet qui est porté par l'entreprise. C'est un schéma directeur porté par l'entreprise et qui se décompose en une multitude de projets dans lesquels il faut être un peu chef d'orchestre, s'assurer qu'il y ait une adéquation entre les capacités à l'entreprise aussi à assimiler ces nouveautés. Parce que là, ça va vite. Ça va vite d'un coup, donc c'est aussi ce rôle de chef d'orchestre. Frédéric, on utilisait une forme dans le script de la préparation de l'émission, on avait évoqué l'idée de la mise en place d'une sémantique partagée pour décrire le patrimoine dans l'ensemble des services. Et donc il y a presque un narratif à expliquer. Mais il doit y avoir un narratif, et moi je trouve très intéressant de se livrer à cet exercice, c'est-à-dire de demander à des services très différents au sein d'une structure de nous montrer la codification qu'il a pu mettre sur son métier. Et on est surpris de voir qu'en fait, il ne l'appréhende pas, il ne l'approche pas avec la même philosophie, avec le même regard, parce que finalement, ils vont pas, même si on parle du même référentiel, ils ne vont pas gérer la même chose sur ce référentiel. Et c'est le métier qui donne la référence et pas le support qui crée la référence. Et ça, c'est un prérequis demain pour que d'abord, il y a une communication et que tout le monde se comprenne. C'est-à-dire que si demain, il y a une sémantique unique et partagée, on saura que, quel que soit le service, on parle de la même chose. Ce n'est pas le cas à ce jour, très clairement. Et puis, plus concrètement, c'est quand on veut mettre en place des outils et quand on parle d'urbanisation ou d'échange, c'est évidemment, j'allais dire un prérequis, mais quasi une obligation pour qu'à long terme, ça fonctionne durablement. Pour vous, ce sont des critères qui sont essentiels parce que justement, cette adoption de vos troupes, ça passe par quoi? De la communication interne, de la formation, de la concertation? Parce que j'ai bien aimé votre phrase en disant on va d'abord pas parler d'outils, on va parler besoins, on va parler usage. Et à partir de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai récolté, on va aligner les outils qui conviennent. C'est intéressant parce que vous avez changé. Finalement, on est passé du technocentrisme à quelque chose qui est plutôt human-centrique. Enfin, on pourrait dire, je ne sais pas si on dit les choses, on peut le dire comme ça, mais où c'est l'humain qui va prédominer la réalisation de l'outil. Alors justement, comment on fait? On communique comment? De quelle façon? Comment on embarque? C'est un peu tout ce que vous évoquez, hein. C'est une sensibilisation, une formation des collaborateurs, c'est permettre à des métiers de davantage collaborer à différentes phases d'opération. C'est de la formation. Vous mixez les populations chez vous, des services? Peut-être pas suffisamment. Alors, quand on produit du logement en locatif, la production va livrer à l'ESH. Donc il y a cette phase de travail en commun, mais les passerelles sont peut-être pas assez déployées. Je prends un exemple très concret, très, très bête, mais la promotion développe un outil qui va porter un numéro d'opération avec un logiciel que vous connaissez bien. Et en phase de gestion, on va passer sur un outil en alphanumérique, par exemple. Voilà. Et donc le transfert spontané d'informations, facilité en tout cas pas spontané, mais le transfert d'informations n'est pas si naturel que ça, alors qu'on pourrait avoir une réflexion plus en revoyant vraiment l'ensemble des chaînes entre la construction, le montage jusqu'à la livraison au bailleur. C'est très amusant l'exemple de Jérôme parce que globalement si on cherche à comprendre pourquoi, il faut remonter sur l'histoire de différentes applications et des métiers de l'éditeur. Puis ça, à un moment donné, très probablement été une contrainte, qui ne l'est plus depuis très très longtemps. Mais c'est rentré dans les habitudes et l'utilisation de chacun, et on ne l'a pas remis en cause. C'est important d'avoir un éditeur de logiciel qui est éditeur de logiciel, mais surtout un accompagnateur dans ce type de réflexion pour vous. Oui, c'est parfois le même, parfois on a des intermédiaires, mais c'est un rôle important, surtout qu'aujourd'hui on n'est plus, avec la multitude de produits, on n'est plus spécialiste de tous ces outils. Donc on a besoin d'intégrateurs, on a besoin d'éditeurs aussi qui connaissent bien la solution, qui ont des équipes agiles. Je reviens beaucoup sur ce mot, c'est peut-être un message, mais oui, on a besoin d'être accompagné. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, et je reprends les termes, c'est que vous utilisez des données très différentes.
vous utilisez, vous mixez et vous faites se rencontrer des populations qui peut-être fut une époque ne se rencontraient pas. Hein, d'ailleurs, le BIM est venu en mode construction venir implémenter des disciplines qui ne se rencontraient pas. Je précise que le BIM a permis aussi de faire de l'économie de déchets au mètre carré. Hein, c'est-à-dire, on avait calculé qu'on pouvait gagner jusqu'à 8 millions de mètres carrés justement en utilisant en mode BIM, en sachant que sur 10 chantiers, on avait 25% qui étaient en mode BIM. Donc on a une grande marge de manœuvre. Non, je voudrais aborder la notion de polytechnique, de polytechnicité au sens étymologique du mot. En fait, vous avez un tas de techniques que vous devez appréhender globalement. Vous n'êtes pas un spécialiste dans tous les domaines, et ce n'est pas votre job en tant que coordonnateur finalement de tout ça, mais d'avoir suffisamment d'intelligence et d'ingéniosité pour utiliser les outils et faire se rencontrer des disciplines qui elles-mêmes sont plutôt bien maîtrisées par les collaborateurs. Comment on fait, est-ce que vous avez une anecdote pour faire se rencontrer des personnes qui finalement sont très spécialisées dans leur métier, ou ont une espèce d'entre-soi? Vous savez, souvent on a le cas dans les services en back-office ou en promotion ou même en mode travaux. Et c'est intéressant de les mettre ensemble avec un dialogue d'une même entreprise justement. Je n'ai pas de solution miracle, mais on a des trophées de l'innovation, des choses qui permettent de mettre en relation à la fois les ingénieurs du social, les ingénieurs de la production de logements. Donc on a des occasions de travailler ensemble, de partager des expériences. C'est peut-être encore plus nécessaire aujourd'hui où les collaborateurs se voient un peu moins. Alors côté promoteur, on a des nomades, mais côté gestion locative, on a le télétravail qui s'est développé. Donc cette connaissance, le langage commun, on a intérêt à le pousser, mais j'ai pas la solution parfaite en cliquant des doigts. En fait, la solution, vous l'avez déjà par nature, parce que vous l'expérimentez au quotidien et vous rétroagissez en fonction des curseurs que vous montez. On va aborder la fin de cette émission. Je voudrais que, comme c'est l'usage, qu'on fasse une synthèse. Comment on peut résumer ça, Frédéric, justement, sur finalement quelque chose qui s'apparente à un vrai projet de transformation de l'entreprise? Parce qu'on voit bien que finalement, à travers l'outil, ça implique automatiquement des problématiques qui sont des problématiques RH, des problématiques de formation, des problématiques de communication et de cohésion finalement du projet entrepreneurial. La question est vaste, mais pour rebondir un petit peu, parce que c'est une partie de la réponse sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour que cette cohésion elle existe, il y a un principe simple, c'est peut-être déjà que chacun exprime à l'autre au sens service au sein de l'organisation, ses besoins et ses écueils. Et parfois c'est beaucoup plus basique qu'on l'imagine. C'est qu'il n'avait pas perçu tel ou tel élément manquant qui lui permet de faire dans de bonnes conditions de travail, ou d'avoir dans les délais une information qui pourrait être cruciale. Et je vais prendre un exemple tout bête, mais sur tout ce qui est investissement, on est longtemps resté dans une logique de trésorerie constatée a posteriori. Parce que la remontée du terrain, elles n'étaient pas là. Bien sûr. Parce que l'événement qui fait que le décaissement lambda, il n'aura pas lieu parce que les travaux ne vont pas se faire ou parce que le chantier est bloqué, il n'était pas remonté dans les délais. Et l'idée, elle est toute bête. Hein. C'est simplement que le curseur, il passe de J+2 à J-2. On gagne 4 jours. Sauf que J-2, ça veut dire que je suis proactif sur cette activité-là. Parce que je suis avant l'événement et je peux réagir. Bien sûr. C'est pas une volonté du terrain que de ne pas donner l'information. Enfin, je ne le crois pas, très honnêtement. Non, on est d'accord. Mais c'est parfois tout simplement une incompréhension des impacts que ça peut avoir au-dessus, quoi. Et donc, quand chacun commence à dialoguer avec l'autre, à expliquer ses besoins, ses lacunes et ses manques, on commence à faire un grand pas vers l'avant. En fait, c'est par la démonstration des problématiques de chacun qui sont partagées, qu'il y a une espèce d'adhésion et de compréhension réciproque. Bien sûr. Partager cette idée. Complètement, Frédéric, sur cette analyse. Un axe aussi pour réussir ces projets de digitalisation, c'est de trouver les vrais axes de valeur, de création de valeur. Aujourd'hui, on peut réfléchir à beaucoup de sujets, on peut avoir des projets waouh qui donnent l'impression, qui font rêver. Et c'est de prendre ce temps d'analyse des vrais axes d'amélioration pour les collaborateurs, pour des gains économiques, pour la relation locataire ou clientèle au sens large. Et donc voilà, je crois que cette phase-là est importante également, en complément de ce qu'a évoqué Frédéric. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau, parce que moi qui suis techniquement, on va dire, un peu en retard par rapport à vous, Fred, mais en fait, c'est pas anodin ce que je dis. Parce que souvent, les ingénieurs,
ou même les maîtres d'ouvrage, ou même les ingénieurs de travaux, ou les conducteurs de travaux, ont un langage qui leur est propre. Et c'est vrai qu'on vit dans une époque aujourd'hui, vous parliez d'interopérabilité. Aujourd'hui, ça passe aussi par le narratif et la communication qui permettent effectivement de développer. C'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat interne et d'un projet qui est porté par l'entreprise. D'ailleurs, et c'est pas si neutre que ça, puisqu'on y applique aujourd'hui des ratios extra-financiers, comme les normes ISR ou ESG par exemple, qui permet de qualifier. Et donc dans cette qualification, il y a tout cet aspect qui me paraît tout à fait essentiel. Ce qui est intéressant en plus dans votre discipline, dans vos disciplines, c'est qu'en fait les sujets sont infinis, on pourrait y passer des heures. C'est presque un regard presque sociologique, voire anthropologique sur votre métier. Merci Frédéric Veluet. Merci Sylvain. Vous êtes directeur commercial de Salvia Développement. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Un immense merci à vous, Jérôme Guérard. Je crois que c'est votre première fois sur mon plateau à Radio Imo et Territorial. On est ravis de vous avoir. Pour revenir nous voir, on aime beaucoup votre groupe, directeur des affaires générales de Antin Résidence. Je rappelle que vous êtes filiale du groupe Arcade Vive. On peut vous retrouver d'ailleurs assez facilement sur Internet. Je précise les amis que vous avez aussi l'URL de Salvia Développement qui s'affiche sur votre podcast, bien évidemment. Vous avez juste à cliquer. Des solutions innovantes et comme je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure, on part d'abord de la maîtrise de l'usage, des questionnements de son client avant de bâtir l'outil et d'adapter l'outil. Je pense que c'est la règle qui s'impose à tout le monde. Voilà, il est exactement 14h40. On enchaîne notre programme. À suivre justement, on va continuer sur cette dynamique. On va parler aussi technique et de comment finalement l'ensemble des fabricants de la ville arrivent à cette... toujours, alors moi je reviens toujours comme journaliste forcément à la même chose. On loge quand même les Français au quotidien, quelle que soit leur nature, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge. Merci à vous deux. Et on enchaîne tout de suite avec la suite de nos programmes. Le 84e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 24 au 26 septembre 2024 à Montpellier, en partenariat avec Procivis, Salvia Développement et Sepia sur Radio Imo et Radio Territoria.